Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, que je remercie vraiment d'être présent à nos côtés. Je tiens tout d'abord, Monsieur le ministre, si vous me le permettrez, à avoir une pensée pour tous les enseignants et tout le personnel éducatif qui chaque jour œuvrent à l'instruction de nos enfants, et je les remercie grandement. Les enseignants payent un lourd tribut au mal-être des enfants, et dont les actes de la semaine dernière nous le rappellent tragiquement. Les chiffres récents du mal-être des enfants sont alarmants. 14% des collégiens et 15% des lycéens présentent un risque important de dépression. Plus inquiétant encore, 24% des lycéens déclarent avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. 13% ont déjà fait une tentative de suicide et environ 3% une tentative ayant nécessité une hospitalisation sur la dernière enquête de l'Enclasse. Face à cette situation, la délégation s'est saisie en juillet dernier de la question de la santé mentale des jeunes à travers une mission d'information, et je tiens d'ailleurs à saluer le travail de nos collègues Nathalie Collin-Esterlé et Anne Standbach-Ternoir. Parmi les troubles observés, les refus scolaires anxieux illustrent combien l'école peut devenir une source d'angoisse pour certains élèves, notamment en lien avec le harcèlement. Et le suicide de la jeune Camélia le 13 janvier dernier nous l'a tragiquement rappelé. Alors des avancées ont été engagées avec le déploiement du programme phare et l'adoption de la loi du 2 mars 2022, dite loi Balanan, qui fait du harcèlement scolaire un délit. Pourtant, les chiffres restent préoccupants. Selon une note du ministère de la Justice publiée le 4 novembre 2025, 10 100 affaires de harcèlement scolaire ont été enregistrées par les parquets depuis 2022. Bien sûr, on peut se demander quelles suites sont données, notamment à ces procédures, et quel lien vous avez avec l'éducation nationale et la justice sur ce type de plainte. Et puis, vous, en tant que ministre, je pense qu'il faut qu'on passe à un acte nouveau sur le harcèlement, et j'aimerais vous entendre sur ce que vous souhaitez mettre en place pour mieux protéger les victimes. Et puis, on le sait, on a voté notamment le fait qu'un élève harceleur puisse changer d'établissement. Ce n'est pas toujours utilisé. Avez-vous une vision de ce qui est fait ou pas sur ce changement d'établissement pour l'élève harceleur? En matière de santé mentale toujours, votre prédécesseur avait annoncé un plan prévoyant la formation de 2 personnels par établissement pour repérer et orienter les élèves en souffrance, ainsi qu'un accès prioritaire aux centres médico-psychologiques. La délégation avait de son côté recommandé de renforcer la présence des infirmières à l'école avec un objectif d'une infirmière pour 800 élèves, contre en moyenne 1600 aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes de ce qui avait été annoncé par votre prédécesseur? Qui sont ces éventuels personnels et comment ont-ils été formés? Un autre de vos prédécesseurs avait également proposé la mise en place d'un dispositif scolarité protégée pour les enfants mis sous protection, dont les résultats scolaires, rappelons-le, sont catastrophiques puisque 70% des enfants mis sous protection sortent du système scolaire sans diplôme. Pour accompagner ces enfants, cela fait plusieurs années que je propose que dans les missions du pacte enseignant, on puisse permettre à des enseignants du premier degré de faire du soutien à destination de ces enfants. Pouvez-vous nous indiquer où en est, bien entendu, le projet de scolarité protégée et si ma proposition pour intégrer un tel dispositif? La délégation s'est aussi penchée sur l'école inclusive. Au-delà de l'augmentation du nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire, qu'en est-il de l'acte 2 de l'école inclusive et de l'intégration du médico-social à l'école? Car malgré la création de 1200 ETP supplémentaires d'AESH en 2026, les besoins restent importants. 42 000 élèves seraient encore en attente d'accompagnement après les vacances de Toussaint, avec de fortes inégalités entre les académies. Je souhaite également vous entendre sur l'interdiction des portables dans l'enceinte scolaire, qui est une interdiction depuis 2018. Dans combien d'établissements est-ce vraiment déployé? Quels sont les résultats dans le primaire et au collège? Et l'attention des élèves est-elle plus satisfaisante et les conflits ont-ils diminué? Pour la rentrée 2026, vous souhaitez étendre cette interdiction au lycée. Toutefois, au lycée, les jeunes ont atteint l'âge dit de la majorité numérique. Je salue bien entendu le travail mené par Laure Miller sur cette majorité numérique et les accès interdits avant cet âge aux réseaux sociaux. Mais je m'interroge, de fait, sur le message que nous leur envoyons à ces lycéens, puisqu'ils seraient majeurs numériquement, mais pas décideurs. Et j'aimerais donc savoir de ce fait quel programme va être mis en place côté éducation nationale pour accompagner les jeunes dans la prise en compte des dangers du numérique, car pour moi la priorité est bien cette éducation. Sinon, on se donne moins de confiance, on leur interdit à l'école, mais les mises en danger continuent à domicile ou à l'extérieur de l'établissement, car je le rappelle, les lycéens pendant les pauses ont le droit de sortir souvent des établissements. Donc ils prendront leur téléphone à la pause et donc s'exposeront de même au danger si on ne les sensibilise pas de manière plus importante. Je voulais aussi vous interroger sur la mise en œuvre du programme d'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Ces séances sont essentielles pour prévenir les violences sexuelles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En CM1, CM2, 15% des élèves déclarent avoir été victimes de voyeurisme dans les toilettes et 8% avoir été embrassés de force au moins une fois dans l'année scolaire. Au collège, 15% des filles et 12% des garçons déclarent avoir subi au moins une forme de violence sexuelle. Quand on sait que la Civis estime à 160 000 enfants
victimes de violences en France par an, eh bien, on pense qu'on a encore un petit peu de travail. Pouvez-vous donc nous indiquer combien d'établissements ne mettent pas en place ces enseignements et on sait qu'ils ne sont pas mis en place, et ce que vous comptez faire pour y remédier? Car vraiment, et moi ça fait très longtemps que je plaide pour ces séances, c'est pour moi une priorité dans l'apprentissage des enfants, à leur corps, à ce qu'on a le droit de leur faire, subir ou pas, et surtout, elles permettent souvent de libérer la parole des victimes. Mais je voulais aussi vous alerter sur un point. On sait que, comme mentionné précédemment, 5,4 millions de personnes en France sont victimes de violences sexuelles. Il y a donc dans cette cohorte, statistiquement, vos enseignants, qui sont d'anciennes victimes. Et donc, je pense qu'il faut être vigilant face à la formation pour ces enseignants qui vont avoir à dispenser les enseignements à la vie affective en relation sexuelle, parce que parfois, ça peut réenclencher un traumatisme pour ces enseignants qui sont d'anciennes victimes. Aussi, j'aimerais savoir quelle formation vous envisagez pour ces enseignants, comment renforcer, bien entendu, la formation de toute la communauté éducative au repérage, au signalement. Et j'avais d'ailleurs proposé que des équipes mobiles soient mises en place pour se substituer à l'enseignement qui serait, par exemple, en mal-être par rapport à ces enseignements. Pensez-vous que ça puisse être une solution pour accompagner ces enseignants, anciennes victimes, parce qu'il est important de ne pas réancrer les traumatismes. Voilà, Monsieur le ministre, ce que je voulais vous dire en préambule. Je vous laisse la parole, bien sûr, pour un propos préliminaire, pour éventuellement répondre à ces premières questions, et ensuite nous passerons la parole aux membres de la délégation.